Chapitre 6. Le chevalier à la quenouille. Le pauvre chevalier Hans était pris comme une souris dans une souricière. Il avait d'abord, en s'engageant à entreprendre l'affaire, cru s'en tirer par une de ses fanfaronnades habituelles. Il comptait faire semblant d'entrer dans le château et passer la nuit aux environs, puis, le lendemain, raconter tout à loisir le combat terrible qu'il avait livré aux esprits. Mais il n'en était plus ainsi. L'affaire avait pris, grâce au défi porté par le chevalier Thorald, un caractère de gravité qui indiquait à Hans que, soit par son ami, soit par son rival, il ne serait plus perdu de vue. En effet, après le dîner, le baron Vilbold se leva, annonçant qu'il allait accompagner lui-même le chevalier Hans et que, pour qu'il n'y eût ni de sa part ni de celle du chevalier Thorald lieu à aucune réclamation, il l'enfermerait à clé dans la chambre à coucher et mettrait son cachet sur la porte. Il n'y avait pas à reculer. Hans demanda seulement la permission d'aller prendre sa cuirasse et son casque, afin d'être en état de résister à l'ennemi si l'ennemi se présentait. Cette permission lui fut accordée. Hans passa donc chez lui et s'arma de pied en cap, puis on s'achemina vers le château de Weistgave. La cavalcade se composait du baron Vilbold de Eisenfeld, du chevalier Hans, du chevalier Thorald et de 3 ou 4 convives qui, se faisant un plaisir de cet événement, de quelque façon qu'il tournât, devaient en attendre le résultat dans une métairie appartenant au baron de Vilbold et située à une demi-lieue du château. On arriva à Weistgave vers les 9 heures du soir. C'était le moment favorable pour entreprendre l'affaire. Hans était fort inquiet au-dedans de lui-même, mais il faisait contre fortune bon cœur et se conservait d'assez ferme apparence. Tout, au château, était plongé dans l'obscurité la plus profonde et, comme le silence n'en était pas troublé par le moindre bruit, il semblait un spectre lui-même. On entra dans le vestibule désert, on traversa les grandes salles tendues de sombres tapisseries et les corridors sans fin. Puis la porte de la fatale chambre à coucher s'ouvrit. Cette chambre était froide, calme et silencieuse comme le reste du château. On fit un grand feu dans la cheminée, on alluma le lustre et les candélabres, puis on souhaita le bonsoir au chevalier Hans, et le baron Vilbold, ayant fermé la porte à clé, mit les scellés dessus avec une bande de papier et 2 cachets à ses armes. Après quoi, chacun cria une dernière fois « Bonne nuit !» au prisonnier et s'en alla coucher dans la métairie. Hans, resté seul, pensa d'abord à se sauver par la fenêtre, mais il n'y avait pas moyen. La fenêtre donnait sur un précipice que l'obscurité de la nuit faisait paraître plus profond encore. Il sonda les murs rendirent partout un son mat et sourd, indiquant qu'il n'y avait aucune porte cachée dans les murailles. Bon gré, mal gré, il fallait rester. Le chevalier Hans tâta si toutes les pièces de son armure étaient solidement attachées, si son épée était à son côté, si son poignard sortait bien du fourreau et si la visière de son casque jouait à loisir. Après quoi, voyant que de ce côté tout était pour le mieux, il s'assit dans le grand fauteuil en face de la cheminée. Cependant les heures s'écoulaient sans que rien n'apparût, et le chevalier Hans commençait à se rassurer. D'abord il avait réfléchi que, puisque la muraille ne présentait aucune porte secrète, que, puisque la porte principale était fermée, les revenants auraient autant de peine à entrer qu'il en avait, lui, à sortir. Il est vrai qu'il avait entendu dire que les revenants s'occupaient peu de ces sortes de clôtures, et passaient très bien sans dire regard à travers les murailles et les trous des serrures, mais enfin, c'était toujours pour lui une sécurité. Nous devons dire pour l'honneur du chevalier Hans qu'il commençait même à s'endormir, lorsqu'il lui sembla entendre un grand bruit dans le tuyau de la cheminée. Il jeta aussitôt un fagot sur le feu qui commençait à s'éteindre,
pensant rôtir les jambes des revenants s'ils se décidaient à descendre par cette route. Le feu, en effet, flamba de nouveau, et il montait contre la plaque, tout en chantant et en pétillant, lorsque tout à coup le chevalier Hans vit sortir de la cheminée le bout d'une planche large d'un pied à peu près, qui se mouvait et s'allongeait sans qu'on pût distinguer ceux qui la faisaient mouvoir. La planche descendait toujours lentement et de biais, et, arrivant à toucher le sol, se trouva placée comme une espèce de pont au-dessus des flammes. Au même instant, sur ce pont se mirent à glisser, comme sur une montagne russe, une multitude de petits nains, conduits par leur roi, qui, armés de toutes pièces comme le chevalier Hans, semblait les conduire à la bataille. À mesure qu'ils descendaient, Hans reculait avec son fauteuil à roulettes, de sorte que, lorsque le roi et son armée furent rangés en bataille devant la cheminée, Hans était arrivé à l'autre bout de la chambre, empêché par la muraille seule d'aller plus loin, et qu'il se trouvait entre eux et lui un grand espace libre. Alors le roi des nains, après avoir conféré à voix basse avec ses officiers généraux, s'avança seul dans l'espace. Puis, le poing sur la hanche, « Chevalier Hans !» dit-il alors d'un ton de voix ironique. « J'ai entendu plus d'une fois vanter ton grand courage. Il est vrai que c'est par toi-même, mais comme un vrai chevalier ne doit pas mentir, j'ai dû être convaincu que tu disais la vérité. En conséquence, il m'est venu dans l'esprit de te défier en combat singulier, et ayant appris que tu avais vaillamment offert au baron de Vilbold de conjurer l'esprit qui revient dans son château, j'ai obtenu de cet esprit, qui est de mes amis intimes, de me laisser prendre sa place cette nuit. Si tu es vainqueur, l'esprit par ma voix s'engage à abandonner le château et à ne plus reparaître. Si tu es vaincu, tu avoueras franchement ta défaite et tu céderas la place au chevalier Thorald, que je n'aurai sans doute pas grand-peine à vaincre, car je ne l'ai jamais entendu se vanter d'avoir pourfendu personne. En conséquence, et comme je ne doute pas que tu n'acceptes le défi, voici mon gant. » Et à ces mots, le roi des nains jeta fièrement son gant aux pieds du chevalier. Pendant que le roi des nains faisait son discours d'une petite voix claire, le chevalier Hans l'avait regardé attentivement et, s'étant assuré qu'il n'avait guère plus de 6 pouces et demi de haut, il commençait à se rassurer, car un pareil adversaire ne lui paraissait pas fort à craindre. Il ramassa donc le gant avec une certaine confiance et le mit sur le bout de son petit doigt pour l'examiner. C'était un gant à la Crispin, taillé dans une peau de rat musqué et sur lequel avait été cousu avec une grande habileté de petites écailles d'acier. Le roi des nains laissa Hans examiner le gant tout à son aise, puis, après un instant de silence, « Eh bien, chevalier, dit-il, j'attends la réponse. Acceptes-tu ou refuses-tu le défi ?» Le chevalier Hans jeta de nouveau les yeux sur le champion qui se présentait pour le combattre et qui n'atteignait pas à la moitié de sa jambe, et rassuré par sa petite taille. « Et à quoi nous battrons-nous, mon petit bonhomme ?» dit le chevalier. « Nous nous battrons chacun avec nos armes, toi avec ton épée, et moi, dit-il, avec mon fouet. »« Comment? Vous avec votre fouet ?» ?»« Oui, c'est mon arme ordinaire. Comme je suis petit, il faut que j'atteigne de loin. » Hans éclata de rire. « Et vous vous battrez contre moi, dit-il, avec votre fouet ?»« Sans doute. N'avez-vous pas entendu que je vous ai dit que c'était mon arme ?»« Et vous n'en prendrez pas d'autre ?»« Non. »« Vous vous y engagez ?»« Foi de chevalier et de roi. »« Alors, dit Hans, j'accepte le combat. » Et il jeta à son tour son gant aux pieds du roi. « C'est bien, dit le roi, qui fit un bond en arrière pour ne pas être écrasé. Sonnez, trompette !» En même temps, 12 trompettes qui étaient montées sur un petit tabouret sonnèrent une fanfare belliqueuse, pendant laquelle on apporta au roi des nains l'arme avec laquelle il devait combattre. C'était un petit fouet dont le manche était formé d'une seule émeraude. Au bout de ce manche s'attachaient 5 chaînes d'acier longues de 3 pieds, au bout desquelles brillaient des diamants de la grosseur d'un pois.
Sauf la valeur de la matière, l'arme du roi des nains ressemblait donc fort à un de ces martinets avec lesquels on bat les habits. Le chevalier Hans, de son côté, plein de confiance dans sa force, tira son épée. « Quand vous voudrez, » dit le roi au chevalier. « À vos ordres, sire, » dit Hans. Aussitôt les trompettes firent entendre un air plus guerrier encore que le premier, et le combat commença. Mais au premier coup qu'il reçut, le chevalier comprit qu'il avait eu tort de mépriser l'arme de son adversaire. Tout couvert qu'il était d'une cuirasse, il ressentait les coups de fouet comme s'il eût été nu, car partout où frappaient les diamants, ils enfonçaient le fer comme ils eussent fait d'une pâte molle. Hans, au lieu de se défendre, se mit donc à crier, à hurler, à courir autour de la chambre, à sauter les meubles et à monter sur le lit, poursuivi de tous côtés par le fouet de l'implacable roi des nains, tandis que l'air guerrier que sonnaient les trompettes, s'appropriant à la circonstance, avait changé de mesure et de caractère pour devenir un galop. Après 5 minutes de cet exercice, le chevalier Hans tomba à genoux et demanda grâce. Alors le roi des nains remit le fouet aux mains de son écuyer, et prenant son sceptre. « Chevalier Hans, lui dit-il, tu n'es qu'une véritable femme. Ce n'est donc point une épée et un poignard qui te conviennent, c'est une quenouille et un fuseau. » Et à ces mots, il le toucha de son sceptre. Hans sentit qu'il se faisait un grand changement sur sa personne. Les nains éclatèrent de rire, et tout disparut comme une vision. Hans regarda d'abord autour de lui. Il était seul. Alors il regarda sur lui, et son étonnement fut grand. Il était vêtu en vieille femme, sa cuirasse était devenue un jupon de molleton à raies, son casque une cornette, son épée une quenouille, et son poignard un fuseau. Comme, sous ce nouveau costume, le chevalier Hans avait conservé sa barbe et ses moustaches, le chevalier Hans était fort grotesque et fort laid. Lorsqu'il se vit accoutré ainsi, le chevalier Hans fit une grimace qui le rendit plus grotesque et plus laid encore. Mais il lui vint dans l'idée de se déshabiller et de se mettre au lit. De cette façon, il ne resterait aucune trace de ce qui s'était passé. Il posa donc sa quenouille sur le fauteuil et voulut se mettre à dénouer sa cornette. Mais aussitôt la quenouille s'élança du fauteuil où elle était placée et lui donna de si bons coups sur les doigts qu'il fut obligé de faire face à ce nouvel adversaire. Hans voulut d'abord se défendre, mais la quenouille s'escrima si bien qu'il fut obligé, au bout d'un instant, de fourrer ses mains dans ses poches. Alors la quenouille reprit tranquillement sa place à son côté, et le chevalier eut un moment de répit. Il en profita pour examiner son ennemi. C'était une honnête quenouille, ressemblant à toutes les quenouilles de la terre, si ce n'est que, plus élégante que les autres, elle était terminée à son extrémité supérieure par une petite tête grimaçante et moqueuse, qui semblait tirer la langue au chevalier. Le chevalier fit semblant de sourire à la quenouille tout en se rapprochant de la cheminée, et, prenant son temps, il saisit la quenouille par le milieu du corps et la jeta au feu. Mais la quenouille ne fut pas plus tôt dans le foyer qu'elle se redressa tout en flammes et se mit à courir après le chevalier qui, cette fois, non seulement fut battu, mais encore allait être brûlé lorsqu'il demanda grâce. Aussitôt la flamme s'éteignit et la quenouille se replaça modestement à sa ceinture. La situation était grave, le jour commençait à paraître, et le baron Wilbold, le chevalier Thorald et les autres ne pouvaient tarder à venir. Hans ruminait dans son esprit comment il pourrait se débarrasser de la quenouille maudite lorsque l'idée lui vint de la jeter par la fenêtre. Il s'approcha donc de la croisée tout en chantonnant pour ne donner aucun soupçon à la quenouille, et, l'ayant ouverte comme pour regarder le paysage et respirer l'air frais du matin, il saisit tout à coup son étrange adversaire, le jeta dans le précipice et referma la fenêtre. Aussitôt il entendit le bruit d'une vitre cassée et se retourna vers la seconde croisée. La quenouille précipitée par une fenêtre était rentrée par l'autre. Mais cette fois, la quenouille qui 2 fois avait été prise en traître était furieuse. Elle tomba sur Hans et, à grands coups de tête, elle lui meurtrit tout le corps.
Hans poussait de véritables hurlements. Enfin, Hans étant tombé anéanti dans le fauteuil, la quenouille eut pitié de lui et vint se replacer à sa ceinture. Alors, Hans pensa qu'il désarmerait peut-être la colère de son ennemi en faisant quelque chose pour elle, et il se mit à filer. La quenouille aussitôt parut fort satisfaite. Sa petite tête s'anima, elle cligna les yeux de plaisir, et elle se mit de son côté à murmurer une petite chanson. En ce moment, Hans entendit du bruit dans le corridor et voulut cesser de filer. Mais ce n'était pas l'affaire de la quenouille, qui lui donna de tels coups sur les doigts que force lui fut de continuer sa besogne. Cependant, les pas se rapprochaient et s'arrêtaient devant la porte. Hans était furieux d'être surpris sous un pareil costume et dans une pareille occupation, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. Au bout d'un instant, en effet, la porte s'ouvrit, et le baron Wilbold, le chevalier Thorald et les 3 ou 4 autres personnes qui les accompagnaient restèrent stupéfaits du singulier spectacle qu'ils avaient sous les yeux. Hans, qu'ils avaient quitté vêtu d'une armure de chevalier, était habillé en vieille femme avec une quenouille et un fuseau. Les nouveaux arrivants éclatèrent de rire. Hans ne savait où se fourrer. « Pardieu !» dit le baron Wilbold. « Il paraît que les esprits qui t'ont apparu avaient l'esprit jovial, camarade Hans, et tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé. Voici ce que c'est. » répondit Hans, qui espérait s'en tirer à l'aide d'une gasconnade. « Voici ce que c'est un pari. » Mais à ce moment, la quenouille, qui voyait qu'il allait mentir, lui donna un si violent coup sur les ongles qu'il poussa un cri. « Quenouille maudite !» murmura-t-il. Puis il reprit. « C'est un pari que j'ai fait, pensant que, comme le revenant était une femme, il était inutile de l'attendre avec d'autres armes qu'une quenouille et un fuseau. » Mais en ce moment, malgré le regard suppliant que Hans jetait à la quenouille, celle-ci se rebiffa et recommença à lui taper sur les ongles de telle façon que Wilbold lui dit « Tiens, camarade Hans, je vois que tu mens, et que voilà pourquoi la quenouille te bat. Dis-nous la vérité, la quenouille te laissera tranquille. » Et, comme si elle avait compris ce que venait de dire le baron, la quenouille lui fit une grande révérence, accompagnée d'un signe de tête qui voulait dire qu'il était dans la vérité. Force fut donc à Hans de raconter ce qui s'était passé dans tous ses détails. Il voulait bien, de temps en temps encore, s'écarter de la vérité et broder quelque épisode en faveur de son courage. Mais alors la quenouille, qui se tenait tranquille tant qu'il ne mentait pas, lui tombait dessus dès qu'il mentait, et cela de telle façon qu'il était obligé de rentrer à l'instant même dans le sentier de la vérité, dont il s'était momentanément écarté. Le récit achevé d'un bout jusqu'à l'autre, la quenouille fit une révérence moqueuse à Hans et un salut parfaitement poli au reste de la société, et s'en alla par la porte en sautillant sur sa queue et emmenant son fuseau, qui la suivait comme un enfant suit sa mère. Quant au chevalier Hans, lorsqu'il fut bien certain que la quenouille s'était éloignée, il s'enfuit par la même porte et alla, au milieu des huées de tous les polissons qui le prenaient pour un masque, se cacher dans son château.